Bienvenue, devant moi se trouve un téléphone récent de Xiaomi et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Donc, je veux commencer rapidement, juste pour ne pas vous induire en erreur. Ce ne sera rien de compliqué. Ce sont des astuces que j'utilise moi-même et que je trouve généralement utiles à modifier ou à utiliser. Donc, comme je l'ai dit, il ne s'agira pas de choses cachées, de quelque chose que vous n'auriez peut-être jamais. Certaines d'entre elles pourraient être des choses que vous n'avez jamais vues. Mais bon, c'est juste pour ne pas, vous savez, vous faire perdre votre temps. Donc, bref, sans plus attendre, passons au vif du sujet. Je vais donc commencer par aller dans les paramètres. Et ici, parce que c'est, disons, une version plus haut de gamme de cet appareil, nous avons quelques options supplémentaires, comme le module caméra. Donc, les choses intéressantes ici sont, par exemple, la possibilité de lancer rapidement l'appareil photo. Vous l'avez probablement déjà fait sans le savoir, mais vous pouvez le lancer. Permettez-moi simplement d'enlever le couvercle de ce bocal. Donc, si vous le déplacez essentiellement d'avant en arrière, vous pouvez constater qu'il se lance automatiquement. Donc, et juste pour le montrer d'ici, c'est juste un petit mouvement de va-et-vient. Donc ça marche à chaque fois qu'on le tourne d'avant en arrière. Si vous le tordez beaucoup dans une direction, il ne se lancera pas. Comme vous pouvez le voir, si vous faites juste de petits mouvements rapides, comme vous pouvez le voir, cela ne le lance pas non plus. Il faut un mouvement un peu plus prononcé, donc c'est assez précis. C'est quelque chose que vous ne risquez probablement pas de lancer par erreur vous-même. Et ici, on peut aussi changer certaines choses. Donc, au lieu d'ouvrir l'appareil photo, vous pouvez directement prendre une photo comme ça. Testons ça. Je n'ai jamais vraiment essayé, alors voyons voir. D'accord, maintenant ça zoome, donc attendez. Très bien, donc juste pour vous montrer comment ça fonctionne, si je fais la même action, une fois que l'appareil photo est fermé, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le voir, il capture après un court instant, ce n'est pas instantané. Oups, revenons ici. Enfin, on peut simplement désactiver cela. Si vous lancez cet appareil photo trop souvent par erreur, vous pouvez évidemment désactiver cette option. En fait, j'aime bien l'ouverture de l'appareil photo. J'ai le mode appareil photo. Nous avons les photos, donc c'est l'option par défaut qui s'ouvrira et vous pouvez choisir entre d'autres options, photos, vidéo, portrait, pro, prise rapide, documents et genre essentiel. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un 9 mégapixels. Donc on peut changer le profil de couleur. D'accord, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Oh, en fait, il s'agit simplement d'un simple filtre. Je ne suis pas certain de savoir si c'est vraiment très visible sur l'enregistrement vidéo. Voilà. Vous pouvez maintenant voir une nette différence dans les couleurs de ma main. Cela confère donc une véritable nuance un peu plus jaunâtre. L'autre chose ici, c'était aussi un angle de rotation moyen. Donc je pense que c'est juste la vitesse à laquelle ça va le lancer, à quel point il faut appuyer. Donc si vous choisissez grand, il faudra un cercle beaucoup plus large pour le lancer. Et petit, évidemment, un cercle plus petit. Voyons si petit est vraiment comme... Donc petit devient en fait assez rapide. Donc c'est à peu près de cette manière. Et cela va permettre de le démarrer, bien que ce soit déjà lancé. Donc voilà, ça c'est une première chose. Passons à autre chose. On peut complètement ignorer Xiaomi Hyper Eye. Personne n'en a rien à faire de ce truc. On peut maintenant passer aux notifications et à la barre d'état. Voici les icônes de la barre d'état, mais au lieu de s'appeler ainsi, comme sur les autres téléphones, Xiaomi fait différemment et change le nom. Donc vous êtes complètement perdu. Et ça rend plus difficile de retrouver la même option sur d'autres appareils, etc. Tout ça, Xiaomi arrête de faire des trucs stupides comme ça, appelle-le simplement comme tout le monde. Il n'est pas nécessaire de lui donner un nom spécial. Ça fait la même chose que tous les autres téléphones, alors nomme-le comme tous les autres téléphones. Icône de la barre d'état. Donc ici, sous l'option d'affichage d'icônes personnalisées, c'est comme si on était en train de changer les icônes des applications. Parce que c'est un peu comme ça que ça sonne. En réalité, ce sont nos icônes de la barre d'état. Et ici, on peut en supprimer certaines. Donc, par exemple, si j'active le Bluetooth pour qu'il soit visible ici, je vois qu'il est activé en ce moment.
Je fais partie des personnes qui laissent toujours le Bluetooth activé. J'ai mes écouteurs, donc après le travail, je les sors toujours, vous voyez. Et j'aimerais ne pas avoir à l'activer, mais aussi parce que, pour moi, le Bluetooth est toujours activé. Je n'ai pas besoin de le voir dans la barre d'état, je sais très bien qu'il est activé, je ne l'éteins jamais. Alors pourquoi voudrais-je que ce soit visible là-dedans? Donc je peux simplement désactiver cette icône de la barre d'état tout en gardant le Bluetooth activé. Maintenant, d'autres choses que vous pouvez désactiver ici sont, par exemple, la localisation, les modes ne pas déranger, l'itinérance, le mode silencieux, les points d'accès, les VPN, etc. Maintenant, il y en a quelques autres que, malheureusement, vous ne pouvez pas désactiver. Certains appareils très spécifiques vous permettent en fait de vous débarrasser de la plupart de ces options. Même des choses comme la réception de la batterie et le Wi-Fi, ce qui aurait aussi été appréciable, car par exemple, le Wi-Fi est toujours activé. Pour moi, pour vous, et quand je suis chez moi, je sais que je suis connecté à mon réseau, donc je n'ai pas besoin de voir ça non plus. Maintenant, une dernière chose que je peux modifier ici, c'est le nombre de notifications affichées pour n'importe quelle application qui envoie une notification. Comme vous pouvez le voir en ce moment, j'en ai 4, mais il n'y en a qu'une de visible avec 3 points. Vous pouvez choisir d'en afficher 3 au maximum, puis d'ajouter 3 points, ou bien de les masquer complètement si cela ne vous intéresse pas. Encore une fois, elles sont toujours là si vous faites glisser vers le bas. Et en dessous, il y a des choses que je n'ai jamais rencontrées de ma vie. Dans tous les cas, passons maintenant à la suite. Vous pouvez aussi le modifier, juste pour le fun. Par exemple, les noms d'opérateurs ici, si vous voulez même les afficher. Personnellement, je ne le fais pas, ne rien mettre masque complètement le nom de l'opérateur. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez taper ce que vous voulez et cela s'affichera à côté de votre réception. Et passons à écran d'accueil. Ici, nous avons ou pas deux, mais plutôt une option qui est l'écran d'accueil, encore une fois, plus ou moins nommé écran d'accueil, écran d'accueil. Donc cela fait en fait référence au style de l'écran d'accueil. Comme tous les autres téléphones l'appelleraient, et cela signifie que cela vous permet de passer en mode classique, ce qui est idéal pour Apple, avec toutes vos applications directement placées au centre de votre écran d'accueil. Le tiroir d'applications, quant à lui, est ce qui est en fait plutôt bien conçu sur Xiaomi. Je vais en parler un peu plus car il y a une petite fonctionnalité sympa. Enfin, voici le mode clair. Évidemment, celui-ci est conçu pour les personnes malvoyantes. Comme cela réduit le nombre d'applications pouvant tenir sur une seule page, augmente leur taille et rend simplement la navigation un peu plus facile. Mais je vais rester avec le tiroir d'applications. Donc, quand il est ouvert ou quand cette option est sélectionnée, on peut fermer ceci et faire glisser vers le haut. Évidemment, vous accédez à notre tiroir d'applications. Rien de vraiment surprenant ici. Qu'est-ce qui est nouveau ici? Ce que je ne pense pas avoir vu sur d'autres marques d'appareils, ce sont les catégories tout en haut. Donc, on peut voir par défaut qu'il y aura une catégorie tout, mais vous pouvez choisir par exemple communication qui affiche toutes les applications classées comme communication. Divertissement, photographie, outils, actualité et lecture, shopping, style de vie. Donc tout cela est plutôt sympa. Maintenant, sur le téléphone, je dois quand même lancer une petite critique à ce sujet. Ce n'est pas très bien exécuté. Ces étiquettes sont beaucoup trop longues pour cette petite section de votre écran. Cela aurait dû être un peu mieux amélioré. C'est une excellente fonctionnalité. Mauvaise exécution. Techniquement, vous pouvez essayer de l'améliorer un peu vous-même en allant dans ces paramètres juste ici. Gérer les catégories et créer les vôtres, par exemple. Je pourrais créer la mienne. En créant votre propre catégorie, vous devrez gérer les applications manuellement. Malheureusement, elles ne seront pas triées automatiquement. Disons que je vais ajouter quelques applications ici et ce sera parfait. Et puis, pour nommer, mon Dieu, ce clavier est juste complètement... J'ai vraiment envie de le changer tout de suite. Bref, donc dans le nom de la catégorie précisément, au lieu d'écrire n'importe quel nom que vous voudriez, à la place, on va aller directement dans des choses comme les emojis, par exemple. Et ici, vous pouvez voir qu'on a le choix entre des emojis que vous pouvez définir. Maintenant, les emojis ne sont peut-être pas les meilleurs ici. Voyons ce qu'on a d'autre. Alors,
Certains de ceux-ci pourraient être mieux. Disons que je voudrais créer une catégorie de favoris. Je chercherais probablement une icône de cœur qui, selon moi, décrit le mieux un favori, non? Donc maintenant, je peux simplement l'enregistrer. Maintenant, je voudrais vérifier une chose. Si j'ajoute des espaces sans le point, arrête d'ajouter ce fichu point. Oh, à ta place, enregistre-le et revenons en arrière. Je ne pense pas que ces espaces aient eu un quelconque effet, pour être honnête. Ce que je cherchais, c'était de voir si tu mettais des espaces. Si ça allait te donner un peu d'espace entre ceux-ci, tu vois? La fin du cœur est la première ou la prochaine catégorie, pour que ce soit un peu plus aéré. Donc maintenant, on a une toute petite icône ici, ce qui rend les catégories beaucoup plus compactes et, tu sais, bien plus agréables à regarder. Je veux quand même souligner un point important, c'est que je m'inspire un peu de cette logique d'icône et de tout cet aspect. Ça vient du lanceur que j'utilise, Smart Launcher, installé sur mon appareil. Pour te donner un exemple rapide, voici à quoi ressemble le lanceur configuré en ce moment. Ce n'est pas son apparence habituelle, mais en accédant au tiroir d'application, tu as tes favoris. Vous voyez ici des icônes par catégorie, vous permettant d'en choisir une pour naviguer rapidement entre elles. Et comme c'est une icône, elle n'a pas besoin de prendre autant de place que ce qu'on voit ici. Bref, passons à la suite. Nous pouvons maintenant passer à l'affichage et à la luminosité. Ici, nous avons le mode clair et le mode sombre tout en haut, ce qui est plutôt sympa à activer, parce que ces appareils utilisent des écrans AMOLED ou OLED, je ne me souviens plus lequel exactement, mais ce n'est pas vraiment important. Avec ces écrans, lorsque vous utilisez le mode sombre, cela change en fait certaines zones pour qu'elles soient complètement noires. Comme la zone juste ici, entre ces endroits. Enfin, peut-être que voilà. En augmentant l'exposition, vous pouvez voir cela beaucoup plus clairement maintenant. Donc tout ce qui se trouve ici, entre ces zones, est totalement noir. Ce sont en fait des pixels, un écran qui est complètement éteint. Donc comme il est éteint, il n'a pas besoin de s'illuminer, puisque chacun de ces pixels s'illumine lui-même. Cela permet d'économiser de l'énergie, ce qui vous donne une meilleure autonomie de batterie. Maintenant, pour le reste de la vidéo, j'utiliserai le mode clair car, à mon avis, c'est juste un peu plus joli. Mais il y a ici des options supplémentaires pour le mode sombre, notamment la possibilité de sélectionner individuellement, application par application, celles qui utiliseront le mode sombre, ce qui. C'est la première fois que je vois une telle chose sur un appareil, donc sur n'importe quel appareil Xiaomi actuellement. Les 7, tous les 17, et je pense les iPad 8 utilisent cela, mais c'est vraiment fantastique. Peut-être que la plupart du temps, vous voulez utiliser le mode clair, mais bon, en faisant défiler TikTok, peut-être que vous le préférez en mode sombre ou autre. Vous avez la possibilité de le configurer ici, ce qui est vraiment agréable, et de toute façon, en descendant un peu plus bas, on a encore quelques options. Donc, on a le taux de rafraîchissement adaptatif Pro, dont je ne comprends pas encore tout à fait le fonctionnement exact. Je ne peux pour l'instant que me contenter de simples spéculations. Je pense que cela pourrait essentiellement essayer de supprimer le scintillement dû au taux de rafraîchissement à cause du type d'écran et tout ça. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça se produire. Vous pouvez aller voir par vous-même. En tout cas, on a aussi les taux de rafraîchissement réels juste ici en dessous. Et concernant le taux de rafraîchissement, Xiaomi propose ici une chose que je n'ai pas vue ailleurs, le réglage par application. Sous l'onglet personnalisé, vous pouvez sélectionner un taux allant jusqu'à 120 images par seconde pour les applications individuelles utilisant un rafraîchissement élevé. Comme la plupart sont déjà sélectionnées, vous pouvez désélectionner directement celles pour lesquelles vous ne voulez pas ce taux de rafraîchissement élevé. Maintenant, contrairement aux idées reçues, une application où je conseille de couper ce taux de rafraîchissement élevé serait, prenons par exemple des applications comme Netflix ou d'autres plateformes de streaming populaires, car lorsque vous regardez des séries ou des films en streaming sur ces plateformes, elles vous diffusent du contenu en continu. Et en fait, cela se passe à 24 images par seconde. C'est généralement le taux d'images auquel les films et les séries télévisées sont enregistrés et diffusés. Vous voyez, lorsque vous les regardez, il y a du contenu en mouvement. En général, au moindre mouvement à l'écran, le téléphone adopte le taux de rafraîchissement le plus élevé, soit 144. Vous obtenez 144 images par seconde sur un contenu qui est affiché à 24 images par seconde. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'énergie un peu gaspillée. Votre écran est rafraîchi en réalité de très nombreuses fois, alors que le contenu que vous regardez n'a besoin que de 24 rafraîchissements par seconde.
En choisissant un taux de rafraîchissement plus bas ici, en désélectionnant des applications comme Netflix, quand vous regarderez le flux de vos séries, votre téléphone se rafraîchira désormais à 60 images par seconde. Maintenant, le taux de rafraîchissement reste plus élevé que celui du contenu que vous regardez, mais comme il est désormais plus bas que d'habitude, vous allez économiser un peu plus de batterie, ce qui est vraiment pas mal. Si l'autonomie vous importe peu, le mode dynamique sera une excellente option, et c'est d'ailleurs celui qui est sélectionné par défaut. Si vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, une petite animation s'affiche juste ici, pour vous montrer un peu la différence entre les taux de rafraîchissement. Et contrairement à d'autres appareils, je dois saluer Xiaomi, car il montre réellement une différence de taux de rafraîchissement. C'est le vrai taux de rafraîchissement pour 60 et, je crois, pour 100 et 44. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si c'est 120 ou 144, mais c'est clairement au-dessus de 100 images par seconde. Je souligne cela parce que d'autres appareils ont tendance à faire une comparaison de taux de rafraîchissement où vous avez le mode fluide et le mode lent est rendu extrêmement lent. On parle d'environ 10 images par seconde pour vraiment, vous savez, rendre la différence très évidente. Mais ce n'est pas la réalité. Ce à quoi ça va ressembler ici, c'est la réalité et c'est plutôt bien qu'ils fassent ça. Ça aurait été un peu mieux s'ils avaient littéralement mis la balle côte à côte. Par exemple, en la faisant bondir de haut en bas. De cette manière, on peut observer les deux côtés en même temps, et cela de façon tout à fait continue aussi. Bref, penchons-nous maintenant sur le schéma de couleurs, ou plus précisément sur la saturation des couleurs de l'écran. Nous avons Original Color Pro et Vivid. Original Color Pro sera le mode moins saturé, celui que je préfère personnellement. Mais si vous aimez que vos couleurs soient un peu plus vives, pour qu'elles ressortent mieux à l'écran, vous avez le mode Vivid. Bon, laissez tomber. Il y a genre presque aucune foutue différence ici. La différence que je remarque concerne surtout la couleur bleue et sa teinte plus foncée, ce qui fait que dans le mode original, le bleu est un peu plus sombre, alors qu'ici, avec le mode Vivid, il devient un peu plus lumineux. Donc, ou pardon, c'est l'inverse. Donc l'original est le plus lumineux, c'est ça? Oui, l'original est le plus lumineux. Le mode Vivid est le plus sombre. Donc honnêtement, c'est la seule différence que je peux vraiment remarquer. Il y a une différence minuscule dans les teintes roses ici, mais c'est à peine perceptible. Le Xiaomi 17 Ultra, le modèle non Leica, présente une différence un peu plus marquée. Maintenant, je ne sais pas si c'est une différence propre à chaque téléphone, étant donné que ce sont censément les mêmes modèles. En général, on voit plus de différences. Voyons si en désactivant et remettant par défaut c'est plus visible, poussons aussi la luminosité au max. Non, c'est toujours à peu près pareil. Bref, l'une des deux choses que j'ai désactivées ici, c'est les couleurs adaptatives. Donc, il ajuste automatiquement les couleurs en fonction de la lumière ambiante, c'est-à-dire la pièce dans laquelle vous vous trouvez, pour un rendu plus naturel. Donc en réalité, ce que ça fait, c'est essentiellement ajuster le type de, vous savez, une lumière bleue froide ou alors ça vous donne un peu plus ce jaune pisseux, selon que vous soyez dans un éclairage chaud ou froid. Et vous pouvez faire la même chose vous-même juste en bas ici avec cette roue. Donc, par défaut, il essaie d'imiter ce qui serait du blanc. Maintenant, même avec ça, il échoue un peu. Ce n'est pas forcément un blanc pur, c'est plutôt tirant vers le bleu, mais bon. Et vous pouvez voir qu'en sélectionnant chaud, les couleurs vont se décaler davantage vers des teintes jaunes, rougeâtres. Le mode froid tire vers le bleu et le mode personnalisé s'ajuste dès que vous le déplacez. Voyez les changements drastiques en bougeant le curseur. C'est pratiquement une rave qui se passe sur l'écran. Mais bon, je vais rester sur le réglage par défaut. C'est généralement ce que j'utilise, ou sinon je passerai probablement en mode chaud, si jamais. Voilà. Ce sont donc quelques-unes des options d'affichage. Maintenant, pour passer à deux autres choses que je veux vous montrer, il s'agit, je pense, des paramètres supplémentaires.
Oui, dans les paramètres supplémentaires. Voyons voir, d'accord, vous pouvez faire défiler vers le bas et vous l'avez juste ici, à la fin. Affichage plein écran, je vais cliquer dessus et ici, nous avons les boutons et les gestes. Tout de suite, je vais passer aux gestes, car je préfère ça. Et chose étrange, je ne sais pas pourquoi, mais sur les tablettes de Xiaomi, vous avez l'option pour masquer la barre de guide, qui est cette petite barre en bas. Sur les téléphones, elle n'existe plus. C'est littéralement la même version de l'interface utilisateur qui tourne, et c'est juste, vous savez, une version Android, ce genre de choses, qu'ils font. Et pourtant, les tablettes ont plus d'options que les téléphones. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Maintenant, en général, ce n'est pas vraiment très important, car l'un des avantages des gestes et aussi des boutons, c'est la fonction cercle pour rechercher. Contrairement à ce que son nom laisse penser, vous ne pouvez pas entourer quelque chose pour commencer une recherche. C'est d'ailleurs ce que je pensais au départ à cause du nom. Mais j'imagine que je suis idiot d'avoir pensé ça. Donc à la place, vous faites la chose la plus logique à associer à ça. Vous maintenez la barre de guide. Donc évidemment, quand j'ai une option appelée cercle pour rechercher, c'est ce que je pense devoir faire. Ici, il est écrit « Appuyez et maintenez l'indicateur plein écran », ce qui, encore une fois, oh, allez, Xiaomi indicateur plein écran, tu veux dire la barre de guide, littéralement sur ta tablette, tu l'appelles barre de guide. Donc Xiaomi a un petit problème de compréhension ici. Ils n'arrivent même pas à savoir comment s'appellent les choses dans leur propre système. Comme sur une tablette, c'est différent, pour ce genre de choses, ils vont lui donner un nom différent, alors que s'ils avaient supprimé cela, ça aurait été appelé Guibar. Donc dans tous les cas, Circle to Search est une option fantastique qui vous permet de rechercher des choses, mais aussi de copier, de sélectionner, etc. Dans des zones où vous ne pourriez normalement pas le faire. Par exemple, j'aimerais copier le texte de ce bouton. En le maintenant appuyé, il ne se passe rien. Je sélectionne simplement l'option juste ici. Mais si je maintiens le cercle pour rechercher ou la barre de guide, voilà, je n'en ai pas besoin. Je peux, au lieu de faire un cercle pour rechercher, en fait, faire glisser sur le texte comme si j'essayais de le barrer, et il le sélectionne, et à partir de là, je peux le copier, je peux le traduire, et une recherche se lance automatiquement dessus. Voilà, ce n'est pas la seule limite, elle offre bien plus d'options encore. Explorons maintenant diverses autres fonctionnalités qu'elle peut accomplir, et que je considère personnellement comme bien plus utiles. L'une d'entre elles s'avère être celle de la traduction. Je vais afficher cette petite boîte juste ici, car elle montre plusieurs langues différentes, et je vais lancer l'appareil photo. Maintenant, vous pouvez soit utiliser le cercle pour rechercher sans prendre de photos. Gardez simplement la barre juste ici. Maintenant, lorsque c'est ouvert, c'est-à-dire le cercle de recherche, cela fige en fait ce qui était visible à l'écran. Et à partir de là, je peux soit sélectionner ce texte comme je l'ai fait auparavant, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a une option plus intéressante ici, comme la traduction. Je vais donc simplement cliquer dessus et tout le texte ici change automatiquement. C'était dans différentes langues et il est indiqué ici que c'est du chinois, mais il y avait 2 langues différentes, d'après ce que je peux voir. Juste pour vous montrer de plus près. Donc nous avons ceci et cela. Je pense que ceci serait du chinois ou du mandarin en gros. Si j'ai raison, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas, mais bon. Et je pense que ceci se rapproche plus genre du japonais ou quelque chose comme ça. Maintenant, désolé si je suis complètement idiot à ce sujet. Je ne parle ni ne reconnais vraiment aucune de ces langues en réalité. Ou peut-être vaguement, mais en tout cas, ça ne vous en montre qu'une seule. Mais si vous avez plusieurs langues différentes visibles en même temps, ça les traduit en fait toutes vers celle que vous sélectionnez ici, ce qui est plutôt sympa. Et ce qu'il fait aussi ici, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il essaye d'adapter la traduction au même texte qui était sur l'image visible. Donc vous pouvez voir qu'ils sont un peu inclinés, comme la photo, et il adapte la taille, la position, etc. Maintenant, vous remarquerez peut-être aussi que lorsqu'il fait cela, il y a un petit côté bancal. Donc si je zoome vraiment très près, vous pouvez voir une sorte de zone floue étrange juste ici et là, cette sorte de boîte. C'est là que se trouvait le texte, donc il essaye de l'effacer. Mais il ne correspond pas vraiment en ce qui concerne la texture de la boîte.
Il essaie juste d'appliquer un flou de manière assez grossière, sans vraiment le faire correctement, puis de superposer le texte par-dessus. Maintenant, avec la superposition, c'est une autre chose qu'il fait. Vous pouvez clairement voir la différence. Ceci est la version anglaise, l'original en anglais, et elle est beaucoup plus floue comparée à ce qui a été traduit, qui est parfaitement net. Et vous remarquerez aussi que parfois, si je regarde juste ici, le texte du pilote juste là, toute cette ligne est beaucoup plus lumineuse, plus en gras comparé à ce que nous avons juste ici, qui est la fréquence de réponse. Et cela, encore une fois, est plus lumineux que l'option en dessous. Maintenant, c'est un peu moins visible à la caméra, je regarde un viseur, mais c'est très prononcé quand on regarde l'écran. Enfin, le tout dernier aspect que j'apprécie tout particulièrement avec ça, c'est quand on tente de rechercher des choses qu'on a vraiment beaucoup de mal à identifier. Donc par exemple, je vais juste enlever ma montre. Et c'est juste une montre quelconque, n'est-ce pas? Ce n'est rien de spécial. Mais est-ce que vous avez déjà regardé des montres pour trouver un modèle spécifique? Par exemple, j'en ai une comme une Timex juste ici, et en général, je ne me souviens même pas du modèle. Je connais juste, vous savez, l'idée générale. C'est une montre avec le jour de la semaine et la date. Automatique. Une montre Waterbury, c'est ça? Mais cherchez ça, vous donnerez énormément d'options. Et l'une de ces choses, en gros, c'est l'idée que, puisque cette montre n'est plus vendue ni produite, la recherche Google est plutôt nulle pour ça, elle ne va pas la trouver, ou alors il faut vraiment chercher un peu. Mais si je prends simplement un simple appareil photo numérique, je peux prendre une photo ou effectuer exactement la même opération qu'avant en le pointant simplement dessus. Mais cette fois-ci, vous savez, pour cela, je vais prendre une photo. Et quand je prends une photo, laissez-moi juste la remettre. Après la photo, je peux donc relancer Circle pour faire une recherche. Et voilà, c'est fait. Et vous pouvez simplement cliquer dessus et la recherche se lance automatiquement. En fait, un peu comme un idiot, je l'ai tout simplement enfilé sans même regarder l'arrière. Donc, arrêtez de tourner. Voilà. Alors ici, plus précisément, là, juste ici, vous pouvez voir le numéro de modèle TW2V24800. J'ai en fait trouvé le modèle 24700, qui, je pense, a un cadran vert. Mais en tout cas, sous les images, vous pouvez voir qu'il trouve effectivement les bonnes. Curieusement, il trouve exactement celui que j'ai acheté, c'est-à-dire celui-ci. C'est de la même personne, car j'ai reconnu la photo. Donc oui, c'est bien celui que j'ai eu et il est visible juste ici. Google est un peu lent, cette offre n'existe plus, mais elle est là. Et il trouve le bon modèle, je peux facilement trouver son nom. C'était juste ici. Donc il semble que le 2800 est un bracelet noir au lieu du bracelet en cuir marron du 24700, que j'ai juste ici. Mais en général, comme vous pouvez le voir, c'est super facile de le trouver simplement en pointant votre appareil photo sur quelque chose qui a plusieurs variantes différentes. Et qui peut être, vous savez, obscur ou difficile à trouver, parmi la quantité d'autres choses qui portent à peu près le même nom et qui ont des caractéristiques ou des complications similaires. Donc c'est génial. Mais il arrive que ça échoue quand vous montrez quelque chose de vraiment obscur comme ceci. C'est juste une forme. Je pense que c'était un aimant pour réfrigérateur. Pointer simplement une caméra et viser cet objet ne va rien m'enseigner de plus sur ce que c'est réellement. Je prends deux photos différentes car je veux voir si l'une d'elles facilitera un peu la localisation de cet objet. Alors essayons ça. Personne ne sait ce que c'est. Donc, comme vous pouvez le voir, il trouve des objets qui se ressemblent, mais rien qui soit... Genre, je veux dire, c'est très proche. Mais rien n'est, en gros, exactement cet objet-là. Parce qu'en fait, je ne sais même pas ce que c'est, pour être honnête. Donc je ne peux vraiment pas dire ce que c'est ou ce que ça a été. Et Google non plus.
Il y a donc certaines limites à cela, comme vous pouvez le voir maintenant. Une dernière chose que je veux vraiment vous montrer, c'est la petite barre sur le côté. Cela vous permet de faire du partage d'écran et d'utiliser le mode fenêtre flottante très facilement et rapidement. Je ne me souviens plus exactement où c'était, laissez-moi vérifier. Rapidement, ça doit être juste ici, à cet endroit. Non, voilà, fenêtre flottante. Donc c'est dans les paramètres supplémentaires, fenêtre flottante et barre latérale. Il suffit de l'activer, c'est désactivé par défaut, et quand vous le faites, ça apparaît juste ici. Je crois qu'on peut même la déplacer en la maintenant appuyée. Oui, comme vous pouvez le voir, je peux la déplacer vers le haut ou vers le bas, ou la mettre de l'autre côté. J'aime avoir cette barre au niveau de mes boutons de volume, sans avoir à réfléchir à leur emplacement. Je sais juste que là où sont les boutons de volume, c'est là que se trouve la barre. Et quand vous la faites glisser, elle affiche tout un tas d'applications. Vous pouvez en ajouter d'autres ici et ouvrir n'importe quelle application que je veux. Par défaut, cela l'ouvrira dans cette vue pop-up ou une petite fenêtre flottante comme il l'appelle et je peux la déplacer à partir d'ici. Je peux aussi ne pas faire cela. Cliquez sur ces 3 points et sélectionnez l'option pour la mettre en écran partagé avec une autre application. Maintenant, si une application qui est actuellement en plein écran en dessous peut être mise en écran partagé, cela le fera effectivement. Mais si je le fais maintenant, pour une raison quelconque, les paramètres ne peuvent pas être mis en écran partagé sur Xiaomi, donc quand je fais cela, cela fermera automatiquement les paramètres. J'ouvre mon écran d'accueil et d'ici, je peux lancer n'importe quelle autre application pour faire un écran partagé. Disons que je veux choisir les contacts et voilà, vous voyez que mes 2 applications différentes sont ouvertes. Une chose sympa que je peux vraiment faire avec ça, c'est ouvrir YouTube en haut, le réduire à cette forme-là et écouter de la musique sur YouTube tout en naviguant sur le web en bas. Sinon, vous avez aussi la possibilité de télécharger YouTube Revenged et de le laisser fonctionner tout simplement en arrière-plan, sans aucune publicité et de manière totalement gratuite. Et dans tous les cas, cela résume en gros tout ce que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.